Salut à tous, bienvenue. Alors si vous aimez les belles histoires d'Alia, j'en ai une pour vous. En tout cas, ce n'est pas la mienne, évidemment. C'est celle de mon invité du jour. Bonjour, docteur Éric Setton. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Surtout que votre temps est précieux. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous d'Herzliya, où vous travaillez. Merci, tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes en Israël depuis 1991, on va dire ça comme ça. Bien que vous soyez venu auparavant, dès 1980, vous êtes arrivé soldat seul, vous avez fait l'armée, tout simplement. Tout à fait. Je considérais à l'époque que l'armée, c'était la porte d'entrée pour la société israélienne. Et je crois que... Vous n'avez pas changé d'avis. C'est toujours... je ne sais pas malheureusement ou pas, mais c'est toujours en fait un vraiment bon poste, bonne entrée dans la société pour connaître la société, la mentalité, créer des contacts. Et je crois que c'est quelque chose qui est actuellement également... tout à fait important. Alors, vous avez eu un parcours assez impressionnant. Vous avez eu énormément de fonctions, de responsabilités, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'hôpital d'Herzliya, le Medical Center d'Herzliya, mais vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez des fonctions aussi assez importantes au sein de l'armée. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à l'armée chez les parachutistes? Vous choisissez d'être infirmier. Vous aviez déjà le désir d'être médecin tout jeune? Oui, j'avais déjà le désir d'être médecin. En fait, j'ai pas choisi d'être infirmier. On me l'a proposé après que je me suis blessé pendant un entraînement. Et donc, pendant la période de convalescence, au lieu de perdre mon temps, on m'a envoyé donc, au cours d'infirmier, étudier au cours d'infirmier, parce que le commandant savait que j'avais voulu faire mes études de médecine. Et donc, il m'a dit que c'est la meilleure des choses à faire. Et ça m'a permis également d'apprendre rapidement l'hébreu, parce que la première semaine, à la fin de la première semaine, il y a un examen, et le jeudi. Et si on ne passe pas l'examen, le vendredi, on reste Shabbat. Ah oui, donc comme vous aimez bien profiter de votre temps libre... On apprend à lire rapidement et à écrire encore plus rapidement. Ça, c'est une bonne façon de progresser. Alors, vous êtes resté pourtant, juste après l'armée, vous partez. Pourquoi ? Je voulais continuer à faire mes études de médecine. Vous n'avez pas été accepté ici ? Et j'ai fait mon psychométrique. Et mon premier niveau de psychométrique n'était pas assez élevé. Et je me suis dit que je vais tenter ma chance également en France, puisque les études étaient également gratuites. Et je pouvais rentrer donc ma première année de médecine. Après, j'ai été accepté également en Israël, mais j'étais déjà en deuxième année en France, donc j'ai continué. Et ma femme était... assez gentil pour accepter de passer 7 ans en France. Mais pour nous, c'était sûr qu'en fait, après les 7 ans, on revenait en Israël. C'était une période intermédiaire pour faire les études. Ça a toujours été un objectif, revenir en Israël. Tout à fait. Comme j'avais dit à ma mère à l'époque de 16 ans, c'est je vais en Israël. Même si je vais être balayeur, je préfère vivre en Israël qu'en France. Donc, c'était une conscience assez jeune de ce que vous aviez envie de faire dans la vie. Alors, vous finissez médecine, vous revenez immédiatement, mais vous n'avez pas encore de spécialité. Tout à fait. J'ai pris des contacts pendant mes études de médecine. Mon ancien commandant était un chirurgien. À l'armée. À l'armée. Okay. Donc, c'était assez intéressant de garder le contact avec lui. Ça m'a permis d'ouvrir les portes de l'hôpital de Ichilov, l'hôpital central de Tel Aviv. Pas mal. De connaître les services de réanimation et d'anesthésie, ce qui m'intéressait en fait comme spécialité. Et de garder le contact. En 4e année de médecine, je suis venu faire pendant 3 mois ce qu'on appelle élective, une période de travail avec eux. Comme un espèce de stage. Et c'est en fait ma première leçon de l'Alia. Il faut poser ses jalons, il faut créer ses contacts. Il ne faut pas penser que c'est comme on dit en hébreu, zbeng vegamarno, c'est pas on vient et tout va se créer. Il faut préparer cette Alia en posant ses jalons, même des fois plusieurs années à l'avance. C'est ce que vous avez fait, puisque entre 83 et 91, au moment où vous êtes revenu, vous aviez déjà pas mal de contacts. Bon, vous aviez fait l'armée, il faut dire que c'est un gros avantage. Tout à fait. Pourtant, vous conseillez de venir jeune. Si vous aviez pu faire vos études de médecine en Israël, vous auriez préféré ? Je pense que j'aurais préféré faire mes études de médecine. Des fois, je nuance un petit peu, parce que c'est très, très important également d'avoir des contacts à l'extérieur. Alors, les Israéliens font ce qu'ils appellent des compléments de spécialisation à l'étranger, notamment aux États-Unis, des fois en France, des fois en Europe.
Mais je crois que c'est important également d'avoir un parcours qui est ici en Israël, surtout pour quelqu'un qui vient de l'étranger, pour être connu. Parce que c'est une communauté assez... En fait, les médecins, c'est une communauté assez... Tout le monde se connaît, assez fermée. Et quand on a fait ses études ici, on sait qui est bon, qui est moins bon, voilà. Qui peut faire tel et tel. Les recommandations sont plus faciles à obtenir. Alors, comment vous avez fait ? Alors, parce que vous avez fait quand même une spécialité assez demandée, assez compliquée, anesthésiste. Vous a aidé ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, j'ai connu donc professeur Sorkin, Patrick Sorkin, qui était à l'époque le directeur de la réanimation. Et c'est lui qui m'a introduit au chef de service d'anesthésie-réanimation. Et c'est lui qui m'a permis, en fait, de garder le poste pour arriver en 91. Donc, d'où l'importance des contacts, des bons contacts, et de pouvoir également... Il vous a gardé votre place. Il m'a gardé la place, oui, exactement. Pour faire votre spécialité. Tout à fait. Magnifique. Oui, la deuxième chiour, la deuxième leçon que j'apprends également de ça, c'est de savoir sur qui compter. C'est-à-dire, il y a souvent des gens qui viennent avec des promesses qui ne sont pas toujours tenues par des médecins ou par des chefs de service. Et c'est très important de savoir sur qui compter, de savoir également que quand la personne s'engage, il peut tenir son engagement. Parce que des fois, le chef de service peut dire « Venez, j'ai un poste ». Et quelques mois plus tard, le directeur de l'hôpital peut dire « Non, j'ai pris ce poste pour donner à quelqu'un ». C'est fini, vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc voilà. Ça peut être assez compliqué à gérer ce genre de situation. Et certains ont dû se retrouver dans ce cas de figure. Mais bon, grâce à Dieu, ce n'était pas le vôtre. Donc il faut exactement, il faut bien fermer ça à tous les niveaux, que ce soit le chef de service, également la direction de l'hôpital, pour bien voir que tout est prêt. Alors, vous avez fini votre spécialité. Vous avez travaillé en tant qu'anesthésiste ? J'ai travaillé en tant qu'anesthésiste. Pendant ma spécialité, j'ai travaillé en tant qu'anesthésiste, puisqu'en fait, les dernières années, on est anesthésiste comme n'importe qui. Pendant ma spécialité, j'ai fait mes périodes de réserve à l'unité de sauvetage médical aéroporté de l'armée de l'air. Voilà, c'est une des 4 unités spéciales avec Chayetet. Tout à fait. Vous pouvez les citer. Chayetet, Chaldag, Matkal et l'unité 669 qui est une des unités spéciales de l'armée de l'air. Une unité magnifique. Qui sauve des vies. C'est notre but en fait, c'est sauver des vies. C'est l'unité médicale la plus prestigieuse. C'est là où on retrouve en fait également tous les médecins les plus valorisés d'Israël. Des chirurgiens, des intensivistes, des réanimateurs. Elle a été créée pour quoi ? Dans quel but cette unité ? Donc elle a été créée après la guerre de Kippour pour sauver des pilotes au-delà des lignes ennemies. Et puis lentement, progressivement, nos missions, mais assez rapidement même, nos missions se sont étendues à sauver des blessés civils et militaires, pas seulement de l'armée, mais également du civil, des accidents de voiture. Et à l'étranger. Et à l'étranger également. Nos équipes ont été en Europe ou en Afrique pour sauver des blessés dans des attentats. C'était un grand plaisir pour vous d'effectuer vos périodes de réserve dans cette unité prestigieuse ? Tout à fait. On courait se porter volontaire et se fâchait quand on n'avait pas été appelé pour telle ou telle opération ou telle ou telle... Mais alors pourtant, c'est bizarre parce que vous avez été parachutiste, donc vous auriez dû normalement faire vos minimums avec vos compagnons d'armes, les parachutistes. Mais pour le coup, c'est parce que vous étiez médecin que vous avez choisi cette unité. Exactement, j'avais quitté donc, mes compagnons, j'avais quitté pour faire mes études de médecine, donc j'avais un lag important. Donc vous pouviez après choisir... Et ils cherchent des médecins qui ont une formation d'anesthésiste, de réanimateur, d'urgentiste, et également qui sont assez fit, assez en forme pour pouvoir travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours très, très faciles, puisqu'on vole en hélicoptère, on passe les lignes ennemies, on est dans des situations qui sont... roots, comme on dit. Voilà, on descend en câble, on fait du snapping, du rappel, on est habilité à faire également en mer si on a besoin de... Vous allez en faire rêver plus d'un, là. Tout à fait. Il y a de jeunes Français qui nous contactent. Il y a des jeunes soldats qui rejoignent l'unité. Pas seulement des médecins, puisqu'on a également des commandos qui sont dans cette unité.
Alors, vous aimez tellement ça vous plaît tellement qu'on vous propose, apparemment, vu votre enthousiasme, de laisser tomber l'anesthésie et de réintégrer l'armée de façon professionnelle. Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe. Non, parce que c'est pas évident. Ça se passe à l'israélienne. Vous aviez quel... C'est ça se passe à l'israélienne. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 37 ans. Ok. Et ça se passe à l'israélienne. C'est un petit peu. Je te connais très bien, tu es très bon. On a des postes. Est-ce que ça t'intéresse ? Et oui, voilà, et on se jette à l'eau. Alors que vous étiez complètement dans une autre carrière, quoi. J'étais totalement dans une autre carrière. J'étais donc anesthésiste. J'avais des projets de développer. Je représentais mon hôpital à Histadrout Arefouit, à la centrale syndicale médicale. J'avais totalement d'autres choses. Vous aviez un chemin tracé. J'aime pas les chemins tracés. Il faut les tracer. J'aime tracer mon chemin. Voilà. Et je crois qu'Israël, c'est ça également, la possibilité de créer son chemin. J'étais récemment dans une réunion de start-up, une start-up qui a fait des réunions. Et à un moment, je me disais, tiens, je parlais avec celui-là. Et en fait, ce qui nous rassemble, c'est que personne a un chemin classique. Tout le monde a créé son chemin. Mais c'est très vrai, parce que je peux vous dire qu'on voit défiler des gens derrière ce micro et que vraiment, il y a des parcours incroyables. Tout à fait. Pas forcément que ce soit des parcours exceptionnels, mais les gens arrivent à suivre leur propre voie et à avoir la force de changer parfois de chemin, de changer de voie. C'est toujours assez... ça force l'admiration à chaque fois. Voilà, donc vous vous retrouvez à 37 ans engagé dans l'armée. Tout à fait. Keva, comme on dit, et vous avez un poste en plus de commandant d'infirmerie. Alors, on m'a bombardé tout de suite commandant d'infirmerie. Bah oui. Moi, jusqu'à présent, j'avais commandé ma machine d'anesthésie, et encore, elle me répondait pas toujours. Et les infirmières, c'est elles qui nous commandent, donc c'est pas. Et j'arrive donc d'une infirmerie qui donne à la base de Hatzerim, la base du sud d'Israël, donne service à 4000 personnes sur la base. Avec des vols, puisqu'il y a des... Il y a le service quotidien sur la base. Le service quotidien sur la base, il faut donner des... sur la base. Les gens vivent sur la base, c'est ça. Les gens vivent, les gens habitent, les gens travaillent, il y a des accidents de voiture, il y a des accidents du travail, on a eu des blessés, des morts, mais en même temps, il faut donner... Ça, c'est la vie, puis il y a les opérations aussi. Et puis, il y a les opérations également, et puis il faut donner également le service médical à 4000 personnes. Alors, vous êtes responsable de la bonne santé, entre guillemets, de ces 4000 personnes, mais vous devez aussi diriger une équipe. Une équipe de combien de personnes ? J'avais là-bas 14 infirmiers, 2 médecins, 3 médecins et 2 sous-officiers, et plus, en fait, également des conducteurs de... Comment on s'invente commandant ? Comment on apprend à diriger ? C'est naturel ? Non. Non, je crois que d'abord, il faut beaucoup de psychologie, il faut écouter les gens. Il y a plusieurs façons de commander, il y a plusieurs façons de diriger, et je crois que c'est en écoutant, en regardant, en apprenant. J'avais beaucoup de discussions avec le commandant de la base, Yadlin, qui est devenu après le chef des services de renseignement, et après avec Rani Falk, qui est lui, et après elle est dans un poste à la police. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc on peut apprendre d'eux. Il faut apprendre également à ne pas avoir de compromis. C'est-à-dire ? J'ai dû à un moment dire, après un an de service, à dire à un des sous-officiers que je ne pouvais plus qu'il continue dans son poste. Et c'est pas facile, c'est un type qui est plus âgé que moi. À l'armée, on ne renvoie pas. Ouais, c'est un sous-officier de carrière, mais je lui dis que lui, il ne va pas être ici. Et c'est une bataille. Et c'est des fois pas facile, il faut savoir le dire également sans blesser la personne. Et en se faisant comprendre et écouter de ses supérieurs. De ses supérieurs, exactement. Pour que la décision devienne effective, et ça ne doit pas être simple. Et le faire de façon exactement à ce qu'ils acceptent également de soutenir cette décision. Alors, la vie de famille dans tout ça, parce que ça ne doit pas être facile. Vous aviez une petite vie, en tout cas,
tranquille, entre guillemets, lorsque vous étiez anesthésiste, bien que c'est pas vraiment le terme. Voilà, oui, mais enfin bon, disons moins exposé, peut-être moins dangereuse que de partir en opération en hélicoptère, faire du snapping. Enfin, vos proches étaient d'accord avec cette décision. C'est pas simple quand même. Ma première femme, Zichron Livracha, Orna, donc était tout à fait d'accord avec moi. Elle m'a supporté pendant toutes mes décisions. Et donc ça donne de la force en fait. Je pense que c'est un peu compliqué s'il n'y a pas quelqu'un derrière, quoi. Non, c'est difficile. Tout à fait. Mais alors au début, on devait donc se transférer à Hatzerim et habiter sur place. Et au bout d'un moment, elle m'a dit non, je ne viens pas. Et j'ai continué à faire l'aller-retour en fait entre Tel Aviv et Be'er Sheva. Et on trouve toujours des façons de se débrouiller. Et du moment où on veut vraiment pouvoir le faire. D'accord. Donc, vous l'avez dit, en 2002, vous perdez votre femme. À l'époque, j'étais donc médecin-chef de l'unité de 669. Et vous aviez encore progressé dans vos Exactement, c'était mon deuxième poste. C'était un poste beaucoup plus actif, beaucoup plus, ce qu'on dit miftsaï, c'est-à-dire opérationnel en hébreu. Et malheureusement, oui, ma femme a fait un arrêt cardiaque brutalement et m'a laissé seul avec deux enfants. Oui. Deux petits-enfants. Petits-enfants. Comment vous avez réussi à passer ce cap, surtout dans une unité, vous l'avez dit, vous étiez très dans l'opérationnel. Est-ce que vous avez eu du soutien Énormément. L'armée, c'est énormément et c'est très bien soutenir ses soldats et ses officiers. Et donc, ils m'ont soutenu de façon fantastique. Mais surtout, le grand soutien vient de ma famille, de ma mère, de mon père. Ma mère est venue s'installer, habiter 6 mois sur la base, ce qui, à son âge, c'était pas évident. M'aider avec les enfants et donner donc une présence ancrée à la maison. Ce qui m'a permis de finir donc, mon poste pendant 6 mois. Parce que c'est un poste qui est complètement fou. On est vraiment... Ouais, vous avez dit en préparant l'émission, on est au cœur de la réalité israélienne. On est au cœur d'Israël. Pourquoi ? C'est l'unité... parce qu'on est une unité de sauvetage, mais on est également prêt à toutes les éventualités. On fait partie de tous les plans opérationnels. Ça veut dire quoi ? Les attentats Pas seulement. On a également des choses qui sont préparées à l'avance. On s'entraîne. Avec des opérations spéciales. On donne donc la réponse pour des opérations spéciales avec d'autres unités, avec l'armée de l'air, et donc on est tout le temps d'un côté on est en réponse, donc attentat ou accident, etc. D'un autre côté on est en préparation pour des opérations qui demandent des fois des semaines et des mois de préparation. Pour des nuits un peu spéciales un peu partout. Alors après cette période intense, en tout vous êtes resté, on va dire, à peu près 5 ans, c'est ça, dans cette unité 3 ans. 2 et 3, non ? C'est pas ça, 2 ans à Hatzerim et 3 ans. 3 ans, donc ça fait 5. Oui. Ah oui. Okay. Ah oui, non, mais j'ai continué avec eux après également. Après, plus tard. Mais pourtant, vous changez de cap à partir de ce moment-là. Oui, j'ai demandé un poste plus relax, qui me permette de garder avec un peu plus de temps avec mes enfants. On peut comprendre, bien sûr. C'est pas plus relax du point de vue travail, mais c'est moins intensif où on peut parce que dans cette unité, on ne sait pas quand on va partir et quand on revient, en fait. Ça peut être... tout d'un coup, on est en alerte, on part, et puis on revient pendant... Au bout d'une semaine. Oh, exactement. D'accord. Donc c'est compliqué. Après plusieurs heures ou plusieurs nuits. Donc là, on vous laisse un peu de lest, on va dire. Tout à fait. Et puis vous changez. Vous quittez. C'est ce qu'on appelle à l'armée, en fait, on a des changements de poste entre tous les 3 ans ou tous les 5 ans, ça dépend de l'intensité du poste. Et donc on m'a proposé ce poste de médecin-chef des services de renseignement de Amman. Et c'est de l'administration. C'était toujours un niveau de responsabilité important, mais... moins opérationnel. Voilà, moins opérationnel, beaucoup plus étendu dans tout le pays. C'est de la médecine de famille, c'est de la médecine de travail,
C'est également des choses très très intéressantes, mais qui sont plus relaxes. Combien de temps vous êtes resté là-bas ? Là-bas 5 ans, pendant 5 ans. Et également, ce qui est très intéressant, c'est de voir 2 types de formations. L'armée de l'air, c'est quelque chose de très hiérarchisé, très organisé, très standardisé. C'est-à-dire, on peut prendre un pilote d'hélicoptère, le transformer en pilote de F-16 ou vice-versa. Et il va se retrouver dans une autre base, il sait exactement où sont tel ou tel service. Ouais, là, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les services de renseignement, les unités sont très très différentes les unes des autres, et donc leurs besoins médicaux sont très différents également. Que ce soit des unités hautement technologiques ou des unités qui travaillent sur ce qu'on appelle le HUMINT, le Human Intelligence. Ce sont des unités qui sont très très variées et qui travaillent, et qui sont également des façons d'appréhender les choses de façon très différente. Alors vous deviez bien sûr continuer de monter des infirmeries, d'engager des médecins, de créer des services adaptés à ces différentes unités, le tout du nord au sud. Bon, c'est un job tranquille, mais enfin tranquille, à la docteur Éric Séton, si je peux dire, parce que c'est quand même quelque chose de spécial. Tout le monde ne fait pas ça. J'ai une mère spéciale. Sûrement. Il y a toujours une femme quelque part, oui, c'est clair. Oui. Entre-temps, je m'étais remarié, mais non, on n'habitait pas ensemble. Elle a ses 2 enfants qui est également petit, donc on a... Vous avez réussi à aménager un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré faire ? On n'a pas fini, mais déjà dans cette partie-là de votre vie. Du point de vue du cœur, c'est Sheshetesha, c'est sûr. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Mais je crois que le poste de médecin-chef des services de renseignement est très, très intéressant parce que j'avais beaucoup de pouvoir de créer des choses dans mon domaine. C'est-à-dire j'étais très indépendant, avec un budget, avec ma possibilité d'être assez imaginatif et dire... par exemple, une des infirmeries qu'on a créées, ils en ont parlé depuis 1997. Mais ça n'avait pas été fait. Et ça n'avait pas été fait. Et le Rassar, le sous-officier, m'apporte une pile de plans et de lettres. Il me dit, regarde, il n'y a aucune chance, ça ne va pas se faire. Et trouver le moyen, comment arriver à faire ça, à amener le corps médical et amener le corps des renseignements à mettre de l'argent, à amener des donateurs et à trouver comment, à la fin, comment fédérer tout ce monde autour d'un projet. Une infirmerie superbe de 2 étages avec... Où ça ? À la base d'enseignement du corps des renseignements, à Bad Rameshesre, Bad 15. Ok. Donc finalement, ça a marché. Finalement, ça a marché, exactement. Alors justement, vous parliez d'avoir la possibilité d'imaginer des choses. Vous pensez que c'est votre formation à la française, le fait d'avoir grandi ailleurs, d'être francophone, qui vous a, et d'avoir étudié aussi médecine ailleurs qu'Israël, qui vous donne un peu cette façon de penser en dehors de la boîte, de penser un peu différemment ? D'abord, je crois que l'éducation en France, la culture générale que j'ai reçue en France, permet justement d'avoir un éventail assez important, tout à fait. Les études de médecine, après, le fait qu'on rencontre à l'étranger, en dehors d'Israël, en France, des gens d'origines diverses, je crois également c'est ça des fois je conseille à mes enfants, je leur dis étudiez à l'étranger. Allez étudier en France, allez étudier en Angleterre et aux États-Unis. Pour avoir d'autres points de vue, regarder le monde d'une autre façon, parce que ça va vous donner d'autres visions. Et comment vous avez été perçu justement par les commandants, les colonels, etc., vos supérieurs aussi, en tant que francophone, ça sortait un peu de vous, ça, ou vous étiez considéré comme les autres ? Non. Il n'y avait pas de différence. Pas de différence. De temps en temps, ils notaient mon accent ou mes fautes d'orthographe. Ils mais n'étaient pas vos performances particulières, non ? Non. Okay. Je crois que c'est très important également de ne pas se différencier. Se différencier, de dire voilà, non, je suis au lit. Non, je suis venu. J'ai commencé à ce moment-là, mais... Maintenant, je suis israélien. Tout à fait. Alors, des fonctions plus organisationnelles, on a compris, et puis on vous propose un autre poste. Alors exactement, ça c'est exactement la façon également de penser de façon différente. Le chef du corps médical me dit, écoute, il y a un poste qui se libère au fonds Libye, c'est le fonds qui a été créé par Raphaël Ethan, Rafoul,
pour aider les jeunes soldats. Et avec Gladys Tibi pour le Libye de France. Voilà. Libye France. Et il y a un poste qui se libère et c'est important pour nous puisque beaucoup de fonds vont au domaine médical. Et je te propose de faire ce poste. Donc ça veut dire qu'il fallait quoi? Chercher de l'argent, collecter des fonds, c'est ça ce que vous deviez faire? Alors non, moi je pense l'armée ne collecte pas de fonds. Non, bien sûr. Voilà, exactement. On propose c'est un partenariat. Et je crois que c'est la façon la plus belle pour des gens qui habitent l'étranger, des juifs qui habitent l'étranger, qui veulent être partenaires avec Tsahal, dire on participe à l'effort. C'est sûr, on ne peut pas acheter des tanks et on ne peut pas acheter des mitraillettes. Mais on peut acheter et donner pour aider des jeunes soldats, des bourses d'études, du matériel médical. Du matériel embarqué, du matériel qui coûte médical, très cher, exactement, bien sûr. des ambulances. Et donc c'est une façon d'être partenaire avec Tsahal. C'est pas... que tous les donateurs m'excusent, mais si le Libye ferme, l'armée ne fermera pas. Mais je crois que c'est plus que donner de l'argent, c'est donner une présence. Okay. Quand les gens venaient sur la base voir leur ambulance et que les jeunes soldats venaient voir et dire « Waouh, ça a été donné par des Juifs de France ou du Canada ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud », on est soutenu, et c'est ce que nous disait également pendant Tsuketan, et on est soutenu par tout le monde. Mm-hmm. On est soutenu par des Juifs du monde entier, pas seulement par ma famille ici. Et donc je crois que c'est ça qui est très important, parce que Tsahal, c'est pas seulement l'armée d'Israël, c'est pas seulement l'armée ici, c'est l'armée de tous les Juifs dans le monde entier. Ah, c'est sûr. C'est sûr, mais en tout cas, cette fonction que vous avez occupée pendant 3 ans était un peu différente, même très différente de ce que vous aviez fait auparavant. Et pourtant, ça vous a plu. Tout à fait. C'est avoir des contacts avec... D'abord, c'est couvrir toute l'armée. J'ai à ce niveau-là découvert Havat HaShomer, qui est l'endroit, je crois, le plus émouvant de l'armée. Ma deuxième femme, Inbar, qui est une kibbutznik pure et dure, c'est la première fois que je l'ai vue pleurer. Alors, qu'est-ce que c'est Havat HaShomer? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas, mais je ne dois pas être la seule. Havat HaShomer, c'est en fait le but pour lequel le Libye a été construit et a été créé par Rafoul, parce que Rafoul avait dans son idée que l'armée, ce n'est pas seulement pour combattre, c'est également pour éduquer. Mm-hmm. Et il a donné aux jeunes soldats délinquants, aux jeunes délinquants qui ne devaient pas être incorporés à l'armée, la possibilité de rejoindre l'armée par ce biais de Havat HaShomer, où ils font en fait des classes très intenses. Tous les commandants, ce sont des commandantes, ce sont que des femmes, qui permettent aux délinquants donc de recevoir une discipline très importante. Les meilleurs rejoignent l'armée, la plupart dans des postes administratifs ou logistiques. Mm-hmm. Dans des postes administratifs ou logistiques, les meilleurs rejoignent l'armée de combat, et quelques-uns arrivent même à être officiers. Et ce sont des jeunes qui viennent de milieux sociaux extrêmement défavorisés, qui ont eu des problèmes avec la drogue, qui ont eu des problèmes avec la police, qui ont eu des problèmes même, qui ont été emprisonnés, et donc qui n'auraient pas dû être réinsérés. C'est un moyen de les réinsérer. Et en fait, c'est un moyen de le réinsérer. Alors quand on voit un jeune gamin qui avait, à l'âge de 14 ans, habité dans des caves avec sa mère parce qu'elle était héroïnomane, ou prostituée ou autre. Exactement. Donc c'est fabuleux. Oui, c'est sûr. J'imagine que ça a dû vous plaire de faire ce travail-là. Alors pourtant, en 2012, vous quittez l'armée. Pour un peu de travail familial. Des raisons familiales, on va dire. Des raisons familiales. Voilà. Et puis, vous réintégrez, on va dire, le milieu civil, la médecine civile. Vous dirigez un hôpital de Shikoum, de rééducation, on va dire ça comme ça, à Bat-Yam, pendant 2 ans. Et aujourd'hui, vous faites complètement autre chose, mais entre-temps, vous êtes devenu directeur adjoint au sein du ministère de la Santé, voilà, de toute la rééducation. C'était un poste intéressant? C'est un poste très intéressant parce que la rééducation n'est pas encore assez mise sur la table ici en Israël. Et donc, lorsque quelqu'un est blessé, atteint d'une maladie qui a besoin d'une... Invalidante. Mm-hmm. Et il est placé dans un labyrinthe de
de processus, Vous avez essayé de simplifier Alors, ce processus-là? Non, c'est difficile de simplifier, mais ce qu'on a alors proposé, c'est ce qu'on appelle un case manager. C'est en fait quelqu'un qui dirige le personne et dans ce labyrinthe. Et que ce soit la banque, que ce soit la mairie, que ce soit le Bitouar Leoumi, la sécurité sociale, les caisses maladies, le ministère de la Santé, le ministère de la Police, adapter l'appartement, parce que tout d'un coup, il faut une machine, Bien sûr. une chaise roulante. Ça passe pas par les portes. Exactement. Bon, et il faut trouver des prêts. Et la banque compliqué. autorise que des prêts spéciaux. Enfin, donc c'est vraiment un labyrinthe. On a fait un travail avec l'organisation Deloitte, avec l'organisation de conseil. Deloitte. Non, ça c'est bien, si vous l'avez bien dit. Et si on dit ils nous Deloitte, ont fait un plan où on nous a montré en fait toutes les organisations et toutes les structures avec lesquelles ils doivent être en contact. Les nouveaux invalides doivent être en contact. Donc on a présenté un plan avec l'aide du joint, comment on dit en français, du joint, on dit, et qui a fait un don pour créer en fait un poste de case manager. Et la caisse maladie Maccabi a accepté de faire le pilote, en fait l'étude pilote. Et elle a commencé donc cette année, où on prend des gens qui ont été atteints d'une maladie invalidante et on commence à les aider afin qu'ils aient leurs droits beaucoup plus rapidement. Non, c'est super. C'est un chouette projet. Oui. J'imagine que les Olim Kradashim, qui sont les nouveaux immigrants qui viennent d'arriver, si jamais ils sont dans ce cas-là, de savoir que ça existe à la Maccabi, c'est une bonne chose. Oui. Voilà. Puis en plus, savoir que ça a été mis en place par un francophone, encore mieux. Ça nous fait plaisir. Merci. Donc, après ce poste aussi prestigieux et intéressant, finalement, comme dans votre parcours à chaque fois, non mais c'est vrai, c'est assez saisissant, un ami vous propose carrément autre chose. Alors, oui, c'était Dr Biderman. On lui a proposé un poste Herzliya parce qu'il tenait là-bas la réanimation et on lui propose d'être directeur médical, mais il me dit moi ça m'intéresse pas, c'est trop administratif. Et il me propose, il me recommande. Et donc j'arrive là-bas, Mais c'est bien, vous êtes toujours partant, vous dites toujours oui quoi. Ah oui, mais je crois que c'est comme ça qu'on voit les opportunités. Ouais, vous avez raison. Mais parfois, ça peut ne pas plaire quand même, mais vous y allez. Ah, mais d'abord, non, il faut voir les opportunités. J'étais également sollicité par une caisse maladie pour être médecin-chef d'une... Ça, vous avez dit non. Non, j'ai étudié. Et bon, je crois qu'à chaque moment, il faut ouvrir 2 ou 3 possibilités. Et puis, se dire, il ne faut pas être stagné. C'est-à-dire, quand j'ai fini ma spécialité d'anesthésiste, et j'allais partir à l'armée, on m'a dit « Ah, mais toi, on t'aurait gardé kfiyot, comment on dit tu aurais fait une titulaire, longue carrière, voilà, titulaire. Exactement. Mais je lui dis « Mais c'est ça que j'ai peur, moi. Je ne veux pas rester pendant 20 ans au même endroit. » Et je crois qu'Israël permet de bouger beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de cette mobilité. Et il ne faut pas avoir peur de la mobilité du tout. Et donc, voilà, exactement. Je suis rentré donc dans le poste, ça fait 1 an et demi. Donc, vous êtes directeur... Je suis directeur médical de l'hôpital. L'hôpital, c'est un hôpital privé. Donc, au-dessus de moi, j'ai un mancal. Alors, c'est un hôpital privé en plein cœur d'Herzliya, le Medical Center, qu'on assimile parfois à un hôpital... Enfin, pas souvent un hôpital, d'ailleurs, plutôt un centre. Mais c'est de la méconnaissance. Un centre où on fait... quelques opérations en privé, etc. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est un vrai hôpital. Vous avez un nombre impressionnant d'opérations par an. Nous effectuons environ 19 à 20 000 opérations par an. Nous avons tout le range d'opérations. J'oublie toujours comment on dit range. Toutes les catégories d'opérations. Voilà. Que ce soit des opérations cœur ouvert, cardiaque, neurochirurgie, chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité. Toutes les opérations laparoscopiques, beaucoup d'orthopédie, on fait beaucoup d'orthopédie, que ce soit les remplacements de hanches ou de genoux, un peu de traumatique également, les épaules, spine, l'épine dorsale. Donc on fait beaucoup d'opérations de tous les genres, des enfants également.
ORL. Ouais, donc c'est un vrai hôpital. C'est un vrai Vous hôpital. avez combien de lits? On n'a pas beaucoup de lits, on a 88 lits. On a un turnover très important, puisqu'en fait, les opérations viennent le matin et sont opérées et quittent dans la journée, si tout va bien, bien sûr. Mm-hmm. On fait également de grosses opérations oncologiques, hépatectomie, c'est-à-dire le foie, pancréatectomie du pancréas, des opérations qui sont des fois... Où faites de la chirurgie réparatrice aussi, en oncologie? Oui, les malades restent pendant des semaines également à l'hôpital. Donc, on a tous les types d'opérations, mais on a un turnover assez important. Alors, pour finir cette émission, parce qu'il faut bien terminer, même si vraiment c'est un parcours saisissant, un clin d'œil, puisqu'on va terminer comme on a commencé. On a commencé avec l'armée lorsque vous étiez soldat seul. Aujourd'hui, c'est vous qui tendez la main avec votre famille à un autre soldat seul, grâce à un post que vous avez lu sur Facebook. Alors, il y a une page qui s'appelle Lone Soldier, Chayal Boded, en hébreu. Et un jour, je lisais un post d'un jeune Français, Reuven Zana, qui... On le salue. On le salue. Je ne sais pas s'il peut écouter beaucoup d'opéra en ce moment la radio. Et Reuven se proposait de venir en Israël et voulait venir en Israël être parachutiste à l'armée. Donc ça a fait écho à votre histoire. Ça m'a fait exactement. Donc ça m'a tout de suite touché. Je lui dis, si tu connais quelqu'un qui me connaît, pour voir qu'on ait des connexions, pour savoir qui est le personne. Qui est qui, voilà. Et il s'est avéré, c'est un type excessivement intelligent, très perfectionné, vraiment type parfait. Donc vous l'avez invité à vivre chez vous. On l'a invité, puis tout de suite, on l'a beaucoup aimé tout de suite, toute la famille, et donc il habite chez nous. Il a fait son Ulpan en tant que soldat, et il a intégré les parachutistes. Et il est dans la même unité que moi, Gdoud Shmonamotishim, le Gdoud 890. Non, je crois que Reuven avait un passé, à l'âge de 16-17 ans, il avait déjà créé ses lignes de haute couture. C'est un type qui est vraiment d'un niveau excessivement... Ce pays est fait de gens complètement exceptionnels. Donc il est parachutiste, oui. Et en même temps il veut faire de la haute couture. Il a fait de la haute couture. Il va falloir nous l'envoyer. Et il est on veut le rencontrer. Et là actuellement, en fait, c'est un des meilleurs tireurs de son unité. Donc je pense qu'il a un bon avenir devant lui. Et je crois que c'était une bonne façon de fermer le cycle. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors juste pour conclure, pour se quitter, je sais que vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas regardé en arrière, mais quand même, ce parcours quand même assez spécial, on va dire. Il y a une image qui vous reste, il y a un truc qui vous fait toujours vibrer? J'imagine qu'il y a plein de choses, mais bon. En retournant en arrière, je crois toutes les périodes, tous les moments où j'ai fait un choix. Et je crois que c'est ce qu'il faut également dire. L'ALIA, c'est un choix. Le parcours, c'est un choix. Il ne faut pas se laisser porter par les événements. Il faut les diriger comme on peut. Parce que des fois, il y a comme lorsque ma femme est décédée, c'est pas un choix. Ça s'impose à nous. Mais à ce moment-là également, je choisis. J'ai dit à ma deuxième femme, j'ai choisi de vivre. Je n'ai pas choisi de rester dans le noir, parce que c'est très facile également. Pas facile, mais c'est également un choix. Et je crois qu'à chaque moment, à chaque intersection, il y a un choix à faire. Et il faut comprendre que le choix est dans notre main. Et en Israël, ici, j'ai fait mon choix de venir. J'aurais pu peut-être faire d'autres carrières, d'autres choses. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui s'offraient. Mais chaque fois, j'ai créé mon choix et je l'ai assumé. Et mené à bien, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous, Dr Eric Seton. À très bientôt, bon courage. À bientôt. On vous souhaite de sauver plein de vies, de faire plein de belles opérations et de continuer dans votre chemin. Merci sera beaucoup encore, je pense reçu. Que dans quelques années, on va encore entendre parler de vous différemment. Merci de m'avoir reçu. Merci, à bientôt. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה
Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Qualita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.